Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose qu'on démarre cette audition. Nous avons donc l'honneur d'accueillir pour notre seconde réunion, seconde audition de la journée, Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Je vous remercie, Madame la ministre, de vous être rendue disponible pour échanger sur les perspectives des collectivités locales, ainsi que sur votre feuille de route pour les prochains mois et à plus long terme, et puis répondre aux questions des membres de notre délégation. Nous avons entamé cette semaine, vous le savez, la discussion en séance publique du projet de loi de finances pour 2023. Chaque année a son lot de mesures intéressant les collectivités territoriales, et il est d'usage d'évoquer le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons. Cependant, les contextes vraiment particuliers semblent se succéder depuis quelque temps. Nous sortons d'une crise sanitaire, si tant est que nous en soyons sortis, qui a fortement mobilisé les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d'achat, l'activité des entreprises, qui a fortement mobilisé l'action des collectivités locales dans les territoires. Et aujourd'hui, une nouvelle crise surgit, la crise de l'inflation, de nouvelles inquiétudes, notamment sur l'envolée des prix de l'énergie, qui met tout aussi sévèrement à l'épreuve les budgets locaux. Alors plusieurs réponses sont d'ores et déjà à l'œuvre. Je pense au bouclier tarifaire pour les plus petites communes avec un tarif réglementé. Je pense au filet de sécurité qui a été voté cet été pour protéger au niveau du bloc communal celles qui étaient le plus impactées. Et notre délégation a d'ailleurs mis en place un groupe de travail pour suivre la situation des finances locales, groupe de travail qui rassemble toutes les composantes politiques de cette délégation et qui travaille notamment à la prolongation des dispositifs. Je pense en particulier au filet de sécurité, dont on peut dire qu'il est la première des préoccupations exprimées lors de nos auditions par toutes les associations d'élus. Vous avez, pour le projet de loi de finances 2023, Madame la ministre, annoncé ce qui était très attendu de la part des élus locaux. Je pense en particulier à la hausse de la DGF, et vous aurez sûrement à cœur d'y revenir. Et lors du congrès des intercommunalités de France, la Première ministre a d'ailleurs indiqué que nous irions au-delà des premières annonces que vous avez faites en portant cet effort à 320 millions d'euros, ce qui est une décision historique depuis ces 12 dernières années. La suppression de la CVAE fait partie aussi des sujets, des interrogations qui animent les auditions que nous avons dans le cadre de la délégation avec les associations d'élus. Et puis enfin, les collectivités territoriales sont en première ligne sur la transition écologique. Et là aussi, l'annonce d'un budget vert, un fonds vert pour accompagner ces transitions était très attendu, et j'espère, Madame la Ministre, que vous aurez l'occasion d'y revenir. Autant de sujets qui nous intéressent tout particulièrement au sein de la délégation, et je vous laisse la parole pour évoquer l'ensemble de ces sujets et tous ceux que vous voudrez bien partager avec nous avant d'ouvrir un moment d'échange avec les membres de la délégation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil. Merci, j'allais dire mesdames et messieurs, mais non, vous n'êtes que messieurs cet après-midi dans cette commission. Je suis très heureuse de vous retrouver afin d'échanger sur les politiques publiques que notre gouvernement souhaite porter à destination des collectivités territoriales. Alors bien sûr, ça sera, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'occasion de faire le point sur ma feuille de route ministérielle et plus précisément, évidemment, de répondre à vos questions sur le volet territorial du projet de loi de finances pour 2023 qui a commencé à être débattu dans l'hémicycle. Une exigence de méthode d'abord dont je voudrais vous faire part parce que nous avons voulu mettre en place un dialogue renouvelé avec les collectivités, avec les associations d'élus et avec le Parlement afin de construire ensemble des politiques publiques au plus près des réalités du terrain et surtout des besoins de nos concitoyens. C'est ce que nous avons mis en place et en pratique, je dirais, avec Christophe Béchu et Gabriel Attal, en menant plusieurs cycles de concertation franches et fructueuses avec les associations d'élus.
Nous les avons reçus à 3 reprises pour tout vous dire. Mais évidemment, maintenant, il s'agit de vous présenter la construction qui a été faite sur ce budget des collectivités. Je poursuivrai néanmoins nos échanges dans le même esprit, avec pour boussole mon expérience d'élu local pendant plus de 21 ans. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Mesdames et messieurs les députés, vous accomplissez au sein de... On n'est pas habitué, hein. J'ai pas intégré qu'il ne pouvait y avoir que des assistances masculines. C'est une première. Une première pour l'audition. Oui, j'imagine. Je voulais aussi vous dire que vous accomplissez au sein de cette délégation un travail précieux au service des territoires, sous votre conduite, cher Thomas Cazenave, et je tiens à saluer en tout cas les échanges constructifs que nous avons eus tous les deux lors de nos rencontres. À cette exigence de méthode répond, je dirais, une exigence d'action face à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation. L'État doit être aux côtés des collectivités territoriales pour les aider à surmonter les difficultés du moment, mais aussi, je dirais, sur le plus long terme pour mener à bien leur projet de transition énergétique, numérique et écologique. Alors, face à l'urgence, notre gouvernement a déjà pris des mesures fortes pour soutenir les collectivités territoriales. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dès le début de l'été, avec le projet de loi de finances rectificative. Je rappellerai que nous avons mis en place un fonds de 430 millions d'euros pour aider les communes et les intercommunalités les plus fragiles à faire face à la hausse du point d'indice, à la hausse du coût de l'alimentation et de l'énergie. Nous savons que les collectivités ont besoin de cette aide au plus vite. Et donc, c'est pour cela que j'ai souhaité que ces 430 millions d'euros soient d'ores et déjà mobilisables. Gabriel Attal l'a annoncé dès la parution du décret, je pense que ça va être avant la fin de la semaine, et jusqu'au 15 novembre, les communes pourront déposer leur demande qui leur permettra d'obtenir un acompte de 50% avant le 15 décembre. Une information d'ailleurs à destination des préfets précisant les conditions d'attribution de ce filet de sécurité sera envoyée afin de leur permettre d'être en soutien des élus locaux. Et j'ai moi-même déjà eu l'occasion de demander à certains préfets que je connaissais de pouvoir prendre contact rapidement avec les communes qu'ils connaissaient être sous le parapluie de ce dispositif de filet de sécurité. Cet accompagnement de l'État est encore accentué dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, avec un amendement du rapporteur général du budget de prolonger ce filet de sécurité pour les dépenses énergétiques de 2023. Deuxièmement, la prolongation aussi du bouclier tarifaire en 2023, une mesure qui va permettre de limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité pour les plus petites communes. Et puis, surtout, le non-plafonnement des bases fiscales, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, afin de laisser toute l'autonomie aux collectivités sur leur dynamique fiscale. Ces mesures permettront aux différentes collectivités territoriales de faire face aux premières tensions liées à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Il nous faut néanmoins agir à d'autres échelles, au niveau européen, d'abord en cherchant au niveau du marché européen de l'énergie à plafonner les prix et à capter les surprofits engendrés chez les grands groupes énergétiques par cette situation de tension. Je sais que c'est la tâche à laquelle le président de la République s'est employé à Prague, et ainsi que le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Ils doivent d'ailleurs faire des propositions qui seront faites dans les jours qui viennent. Et puis, il nous faut agir également chacun à notre niveau en appliquant les recommandations formulées par la Première ministre dans le plan de sobriété qui comporte un volet consacré aux collectivités territoriales qui a été établi en lien étroit avec les associations d'élus. J'espère que c'est l'ensemble de ces mesures et de ces actions nous permettra de traverser l'hiver et de parer au plus pressé. Quant au projet de loi de finances pour 2023, il prévoit d'augmenter, vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'1 tiers les moyens consacrés aussi à la dotation
de la biodiversité pour 2023, qui avaient déjà été doublés en 2022 et qui vont atteindre un budget de 30 millions d'euros. Cela concerne évidemment les communes qui ont un parc nature, un PNR, et qui ont un dispositif 2000, comment ça s'appelle ? Natura 2000, pardon. Et puis, nous allons mettre en œuvre un fonds vert d'un montant inédit de près de 2 milliards d'euros. Vous avez compris qu'il venait d'augmenter. L'ensemble des projets éligibles et leurs caractéristiques doivent être encore précisées par la Première ministre, mais la méthode d'attribution des fonds est, elle, bien arrêtée, tout partira de vos initiatives, sans appel à projet, et ce sera un dialogue entre les élus et leurs préfets, et ce seront les territoires qui présenteront leurs projets. Accompagner les collectivités territoriales, c'est bien sûr avant tout de sécuriser leur financement pour leur donner de la visibilité sur le long terme, sans laquelle évidemment elles ne peuvent lancer leurs projets. J'avais d'abord proposé à la Première ministre une hausse de 210 millions d'euros de la DSU et de la DSR qui serait financée par l'État et non par écrêtement des autres communes. Et puis, à la lumière de l'évolution du coût de l'énergie et de la poursuite de la hausse de l'inflation, le montant envisagé s'est révélé insuffisant. Et c'est pourquoi, avec la Première ministre, nous avons souhaité porter cette hausse à un montant de 320 millions d'euros, dont 200 millions de dotation de solidarité rurale. De cette façon, elle devrait permettre à 95% des communes et des intercommunalités de voir leur dotation augmenter ou maintenue. Et puis, avec l'objectif impératif de maîtrise de notre dépense publique, cette augmentation de 320 millions d'euros est, de mon point de vue, un geste de confiance du gouvernement à l'égard des collectivités et des élus locaux. Sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, je voudrais vous dire quelques mots. Elle devrait permettre à notre pays de gagner en compétitivité sans amoindrir les ressources des collectivités. Elle sera en effet, je vous le rappelle, intégralement compensée par l'attribution d'une part supplémentaire de TVA, mais aussi de sa dynamique qui, dès 2023, sera destinée aux territoires qui accueillent de nouvelles activités économiques selon des critères que nous établirons de façon concertée à partir des prochains jours. La compensation, l'année prochaine, correspondra aux sommes que l'État aurait dû reverser aux collectivités en 2023 au titre de la CVAE. Rien ne sera conservé par l'État, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'année blanche. Là encore, c'est une exigence que de nombreux élus étaient nombreux à porter et nous avons été à l'écoute des remontées qui nous ont été faites. Notre souci de protéger les marges de manœuvre des collectivités transparaît enfin dans le maintien de leur dotation d'investissement. Je pense à la DSIL, à la DSID, au DPV, DETR, à un montant, donc, je disais, pour les investissements de près de 2 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent des sommes de l'année dernière, de l'année précédente. Je voudrais enfin vous préciser que les élus pourront dorénavant bénéficier d'un remboursement forfaitisé des frais de garde. Au lieu de déposer un dossier de remboursement des frais réels, l'enveloppe sera augmentée d'1 million d'euros. L'État accompagnateur, et c'est ce que je souhaite, c'est également l'État qui accompagne les territoires selon une logique différenciée, comme cela se fait grâce au programme d'appui par l'ANCT. Je pense en particulier au programme Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville, qui permettent en complémentarité de redynamiser des territoires entiers à partir des centres urbains et plus largement aussi, je pense, à l'agenda rural dans lequel ils s'inscrivent. À propos d'Action Cœur de Ville, ce programme représente à date 4,7 milliards d'euros,
Je rappelle que le programme initial qui était voté avec nos partenaires, la Banque des Territoires, Action Logement et l'ANA, avait prévu de mettre sur la table 5 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'à la fin de l'année 2022, ce programme-là sera consommé. Cela représente plus de 6 000 actions déployées qui ont des résultats concrets, plus de 15% de la fréquentation dans les centres-villes, malgré la pandémie d'ailleurs, et plus 17% des ventes immobilières dans nos centres-villes. Nous préparons en ce moment l'acte 2 du programme pour accentuer sa dynamique. Acte 2 du programme qui avait été validé par Jean Castex à la fin du premier quinquennat et qui devait porter la durée de ces programmes jusqu'en 2026. J'ai d'ailleurs présidé vendredi dernier le comité des financeurs Action Cœur de Ville et cette phase 2 est bien engagée. Elle sera proposée à validation à la Première ministre qui aura aussi l'occasion d'annoncer plus en détail dans les prochaines semaines. Je souhaite par ailleurs que nous consolidions le programme Petites Villes de demain qui s'adresse, je vous le rappelle, à 1600 communes de moins de 20 000 habitants et qui représente 3 milliards d'euros de soutien de l'État et de ses partenaires. Action Logement ne figure pas dans la première mouture de Petites Villes de demain, mais je ne désespère pas de les introduire autour de tables complémentaires. Et j'ai donc, à ce titre, missionné les équipes de la NCT pour une feuille de route enrichie et plus opérationnelle qui réponde aux attentes qui me sont remontées des élus. Et puis, quelques mots sur l'agenda rural qui a permis de changer concrètement la vie de nos concitoyens en milieu rural au travers de ces programmes, mais je dirais aussi également au travers des autres volets concernant la transition numérique, le retour des services publics de proximité. Et vous avez vu l'inauguration par le président de la République d'une nouvelle sous-préfecture il y a quelques jours. Et je crois que dans la complémentarité avec les maisons France Service, qui sont au nombre de 2400 ouvertes à ce jour, sans oublier de citer les 120 bus France Service qui sillonnent de nombreux territoires. À la fin de l'année, notre pays comptera 2600 Maison France Service, et je crois que ce sont autant de points de contact et de services publics. On s'était dit à moins de 30 minutes des domiciles de chaque concitoyen. Même certains, c'est à moins de 20 minutes quand ça n'est pas d'ailleurs dans une maison de quartier, dans une ville moyenne. Au vu de ces résultats, particulièrement tangibles, nous poursuivrons évidemment le développement de l'agenda rural dans les 5 années à venir. Voilà, vous le voyez, le PLF pour 2023 et notre feuille de route marquent un engagement fort de l'État à agir aux côtés des collectivités pour des projets portés par les élus locaux sur le court terme comme sur le long terme. J'espère qu'il ne s'agira pas d'efforts sans lendemain. J'y veillerai en tout cas. Ce programme s'inscrit plus largement aussi dans notre objectif de construire avec vous un nouveau chapitre de décentralisation. Nous verrons comment donner suite à la loi 3DS en l'améliorant et en travaillant au plus près des attentes de nos élus. C'est d'ailleurs une volonté du président de la République qui l'a rappelé lors de son déplacement en Mayenne ce lundi. Voilà les propos préliminaires que je voulais partager avec vous et je suis bien évidemment à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour tous ces éléments et puis ces éclairages sur votre feuille de route, mais également sur les réponses de court terme face à l'inquiétude des collectivités territoriales. Merci d'avoir rappelé tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre et qui visent de manière différenciée, je le dis, à répondre à la situation des collectivités territoriales. J'aimerais, pour ouvrir nos échanges, vous interroger sur 2 sujets.
qui n'ont rien à voir avec le PLF 2023. Comme ça sera plus simple, d'une certaine manière, pour nos échanges. Le premier, c'est relatif à l'engagement du président de la République dans sa campagne présidentielle de porter la réforme du conseiller territorial. Est-ce que sur ce sujet-là, vous pourriez éclairer la délégation sur un calendrier éventuel et comment vous voyez cette réforme? Et pour rebondir sur votre conclusion, à la fois le président de la République et la Première ministre, lors de sa déclaration de politique générale, ont évoqué l'idée d'une nouvelle étape de décentralisation en évoquant certaines pistes de politique publique, et je pense en particulier à la question du logement. Est-ce que là aussi, vous pourriez partager est-ce que ce sujet-là est sur la table et dans quel calendrier il peut se présenter au débat? Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, la réforme du conseiller territorial. J'ai l'habitude de dire que j'ai participé à la création, ou j'ai voté la création de ce conseiller territorial pendant que j'étais au Sénat, et il s'est trouvé que peu de temps après, le président Hollande a souhaité annuler ce conseiller territorial, et j'ai aussi participé, en votant contre l'annulation du conseiller territorial. Aujourd'hui, le contexte a quand même changé depuis 2010. Il ne vous a pas échappé que les régions étaient devenues beaucoup plus grandes, que le conseiller territorial n'était plus un seul, mais un couple territorial, si je puis m'exprimer ainsi, et que il y a donc de plus nombreux conseillers territoriaux. Comment serait-ce possible de mettre en place cette réforme à laquelle, à titre personnel, je suis parfaitement favorable parce que je considérais que des conseillers départementaux, ayant été conseillère régionale, je savais qu'on pouvait répondre aux attentes de ces deux collectivités. Ce sont des collectivités de projet et que ce ne sont pas des présences obligatoires quotidiennes dans les hémicycles des départements ou des régions. J'avais une commission permanente une fois par mois et je sais que dans le département de l'Oise, la commission permanente est aussi mensuelle. Donc ça me paraissait compatible. Maintenant, c'est vrai que le président de la République a porté durant sa campagne ce principe du conseiller territorial pour apporter plus de lisibilité à l'action publique locale. Et puis, je pense que la crise sanitaire a montré qu'une collectivité de proximité que sont les départements permettait de répondre plus rapidement aux attentes des concitoyens et de traiter leurs demandes. Aujourd'hui, il n'y a pas à ce stade de calendrier ni de format précis qui soit mis en place. J'en ai parlé évidemment avec Gérald Darmanin qui porte la partie régalienne au ministère des collectivités, au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faudra faire comme au Sénat d'ailleurs, peut-être que vous lanciez une commission de travail ou de réflexion sur ce sujet quand évidemment le président de la République ou la première ministre auront donné le top. On a le temps, puisque les conseillers départementaux et régionaux sont élus jusqu'en 2028. Donc, il y a un laps de temps qui nous permet peut-être de revenir sur cette réforme qui simplifierait, à mon sens, et encore une fois à titre personnel, les relations entre les collectivités, si tant est qu'il y a une nouvelle répartition des compétences des unes et des autres qui me paraissent aujourd'hui encore assez surabondantes, puisque quand vous faites un dossier de subvention, vous avez la copie pour le département, la copie pour la région, voire même l'Europe. Et voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le conseiller territorial. Sur le logement, eh bien écoutez, au Conseil des ministres ce matin, le président de la République a parlé aussi de décentralisation. Maintenant, sur le logement, je pense que c'est mon collègue Olivier Klein qui aura à cœur de porter ce dossier. La politique de logement est sans doute à réinterroger. Je dirais que dans une municipalité, puisque j'ai été maire pendant 21 ans, c'est un dossier qui est capital.
le logement, les aides à la pierre, les attributions de logement, la rénovation urbaine aussi. Tout cela est porté par Olivier Klein, donc je ne vais pas m'avancer plus sur ce dossier. Merci Madame la Ministre. Donc nous auditionnerons Olivier Klein. Je vous propose... Bon, c'est pas pour me défausser, mais je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de mon collègue. Je vous propose de passer la parole à Stéphane Travert. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci d'être cet après-midi avec nous dans le cadre des auditions de la délégation. Dans son ouvrage bien connu, L'archipel français, Jérôme Fourquet évoque cette archipélisation de la France et amène la réflexion de savoir qu'est-ce qui pourrait demain mieux cimenter la France et de faire en sorte que le vivre ensemble soit plus présent et plus factuel pour l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, à travers les dispositifs de soutien aux collectivités, le retour des services publics à travers le maillage France Service, le déploiement des petites villes de demain, vous avez rappelé, vous avez en partie répondu à la question que je vous posais, à savoir de rappeler les grandes priorités qui sont les vôtres pour faire en sorte que les territoires ruraux restent attractifs et vivables. Par ailleurs, j'aurais souhaité vous interroger aussi sur les communes nouvelles. Quelle nouvelle étape souhaitez-vous mettre en place pour inciter de nouveau à faire en sorte que des communes nouvelles puissent se créer? Le département dans lequel je suis élu, le département de la Manche, avec le Maine-et-Loire, ont été des départements modèles il y a quelques années dans la création de communes nouvelles et même dans la création d'intercommunalités XXL, puisque nous étions passés de 47 intercommunalités à 8 et aujourd'hui nous sommes toujours dans un travail de préparation de l'ensemble de ces intercommunalités et nous devons peut-être passer la vitesse supérieure au niveau du pays pour permettre d'avoir des territoires sur lesquels nous aurions une dimension avec des compétences à la fois élargies et une dimension plus importante pour mieux y porter les politiques nécessaires. Et puis, dernière question, quelles pourraient être les modifications sur les zéro artificialisation nette que vous souhaiteriez pouvoir porter, notamment sur des territoires comme celui du département de la Manche, qui est une presqu'île et qui comporte, de par ce fait, un certain nombre de spécificités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça rejoint effectivement les questions de logement et de difficultés de construction, mais aussi toutes les questions d'urbanisme qui sont, je dirais, intégrées à l'intérieur des réflexions que nous devons avoir sur le zéro artificialisation nette. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Monsieur le député, alors sur la nouvelle vague de création de communes nouvelles, vous avez bien fait de dire que sur l'ouest de la France, c'était un dispositif qui marchait très bien, parce que je peux vous dire que dans les Hauts-de-France, nous n'avons pas eu beaucoup de succès dans ce domaine. Pour avoir beaucoup échangé avec Françoise Gatel, qui est un peu la spécialiste au Sénat des communes nouvelles, c'est vrai qu'elle a porté ce dispositif qui paraissait tout à fait intéressant de simplification quand il y a trop de petites communes qui pourraient mettre ensemble leurs responsabilités. De 2010 à 2022, il y a eu un peu moins de 800 communes nouvelles qui ont été créées à partir de 2500. Donc on voit, c'est 3 fois 8, un tiers. Ça a simplifié pour un tiers de communes. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui a évolué depuis 2015 pour simplifier les regroupements fondés sur le volontariat. Nous avons le sentiment que la dynamique s'est un peu essoufflée depuis un certain nombre d'années. Alors, est-ce que c'est dû à la crise sanitaire? Est-ce que c'est dû à des années d'élections? Les municipales de 2020 aussi. Parce qu'il y a quand même, je dirais, pour créer une commune nouvelle, il faut à la fois l'adhésion des élus, bien sûr, mais il faut aussi l'adhésion de la population. Moi, j'ai eu un exemple dans le département de l'Oise où 3 communes avaient tout bien ficelé entre élus. Et puis, quand la population s'en est aperçue, ça a été un tollé et
le préfet a été obligé, la préfète d'ailleurs, a été obligée d'annuler cette fusion. Donc voilà, je pense qu'il faut être prudent. Ça ne peut être vraiment que sur la base du volontariat. Peut-être peut-on relancer la procédure avec des parlementaires allants sur le sujet et qui sauront convaincre les communes. Sur le ZAN, alors ça c'est une difficulté qui remonte de toutes les associations d'élus auxquelles j'ai participé depuis un mois maintenant. Nous avons, avec Christophe Béchu, nous sommes arrivés à la conclusion que nous serions obligés, alors j'allais dire messieurs et madame les législateurs, de revenir devant le législateur. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas eu sur cette loi de précision concernant les modalités de mise en œuvre, ou en tout cas des modalités très rigides qui aujourd'hui froissent énormément les maires ruraux, je vais dire. Dans les villes, c'est peut-être plus facile de reconstruire la ville sur la ville, mais aujourd'hui, ce que nous avons obtenu comme arbitrage, c'est qu'il faudrait déduire des terres consommables toutes les surfaces qui représentent les programmes d'intérêt nationaux ou régionaux. Alors, je vous redonne un exemple des Hauts-de-France, c'est le canal Seine-Nord qui représente 2200 hectares. Il y a l'aéroport de Beauvais, pardonnez-moi, qui représente, j'allais dire, 500 ou 700 hectares, donc qui aujourd'hui sont avec un glacis autour des pistes, forcément. Et puis, il y a dans d'autres départements aussi ce genre de projet. Donc, il va falloir apporter des correctifs sur la mise en œuvre du zéro artificialisation, même si nous sommes tous conscients qu'il faut économiser la terre agricole et être vertueux. Mais encore une fois aussi, un certain nombre de territoires et d'élus ont été très vertueux, d'autres ont été plus consommateurs. Il va falloir faire aussi un équilibre pour ne pas pénaliser ceux qui ont été les plus vertueux. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous entendons le mécontentement des élus ruraux qui imaginent que leurs communes vont entre guillemets, mourir parce qu'ils ne pourront plus construire 4, 5, 10 maisons pour des membres de certaines familles qui veulent rester sur le territoire. Et puis, les écoles auront moins de classes, forcément. Et cette spirale-là, il faut que nous arrivions à l'interrompre en mettant un processus législatif qui soit avec plus de discernement sur les territoires. Les territoires, la loi 3DS a permis des initiatives, des expérimentations, des territorialisations. Je pense que là aussi, c'est le moyen sur le ZAN de les mettre en œuvre, parce que le ZAN concerne aussi toutes les communes du littoral, avec le trait de côte. Bref, si vous construisez une centrale nucléaire sur un territoire, là aussi, ça prend pas mal de terre. Donc voilà, il y a, à mon avis, et Christophe Béchu partage cette analyse, des adaptations à la loi qu'il faudra apporter, mais porter sur le plan législatif. Merci beaucoup, Madame Diaz. Voulu vous interroger sur le fonds vert. Donc nous saluons au Rassemblement national un certain nombre de décisions qui ont été prises au fur et à mesure, comme par exemple le budget qui était accordé donc initialement 1,5 milliard et puis finalement 2 milliards. Nous saluons aussi le fait qu'il n'y ait pas besoin d'appel à projet, donc je pense que tout le monde se satisfera de cette simplification administrative. Par contre, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent quant à l'utilisation et au fonctionnement de ce fonds vert, et au premier rang desquels les périmètres et les objets des subventions. Donc au fur et à mesure de vos déclarations, vous et vos collègues, on arrive à comprendre que ce fonds sera dédié à la rénovation thermique des bâtiments publics, très bien, renaturation des villes, très bien, aménagement des friches, parfait. Bon, moi je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il manque peut-être un aspect dans ce fonds, et j'aimerais que vous l'étudiez avec sérieux. Moi je suis élue en Gironde, dans une circonscription très rurale, dans le Blayais, et tous les syndicats des eaux sont confrontés à un problème de rénovation des canalisations qui conduisent à des fuites. Et donc
il est estimé, donc au niveau national, que c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau qui seraient gaspillés chaque année en raison de fuites, soit la consommation d'environ 18 millions d'habitants. Donc moi, j'ai déjà interrogé votre collègue Béchu via une question écrite le 20 septembre dernier. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Donc est-ce que vous pourriez me dire que vous allez réfléchir à la proposition suivante? Est-ce que les syndicats des eaux, notamment dans les territoires ruraux, pourraient être éligibles aux subventions allouées par le Fonds vert? Merci Madame la Ministre. Monsieur Breton. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci effectivement pour votre présentation. J'avais une question sur le Conseil territorial, mais le Président de la délégation l'a posée. Donc j'aurais 3 autres petites questions. Le premier point, c'est sur le nouveau chantier de décentralisation qui a été annoncé à la fois par la Première ministre dans son discours de politique générale et que vous venez de confirmer, et en faisant référence à un prolongement, d'une certaine manière, la loi 3DS. Or, on a vu que la loi 3DS était quand même très technique. Et on se rend compte que les nouvelles vagues de décentralisation sont de plus en plus techniques et ont moins en moins de souffle vraiment. Donc comment on pourrait retrouver un peu de souffle dans la décentralisation pour qu'elle soit vraiment opérationnelle et efficace. Le deuxième point, Madame la Première ministre a eu des propos sur le couple préfet-intercommunalité qui ont ému plusieurs associations de maires, hein, et on le comprend tout à fait, parce que l'échelon communal reste bien la cellule de base de notre démocratie. On a l'impression que les intercommunalités font un peu écran aujourd'hui dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc là-dessus, quelle est votre analyse sur ce point? Et puis le troisième point que vous soulevez, c'est effectivement les communes nouvelles avec la consultation de la population. Je crois que c'est effectivement indispensable aujourd'hui pour tout chantier d'envergure, un aménagement, etc. On fait des enquêtes publiques, il y a des registres, etc. Or, aujourd'hui, on peut créer une commune nouvelle sans avoir à aucun moment associé la population. Donc, est-ce que vous seriez ouverte à ce qu'il y ait effectivement une inscription législative de cette consultation? Elle n'est pas obligatoire, enfin, ça pourrait être un avis simplement qui soit donné par la population, mais de toute façon, est-ce que cette forme de commune nouvelle puisse effectivement s'ancrer dans la démocratie locale? Merci. Vous voulez... Oui, Monsieur Molac. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, moi, j'ai bien entendu les paroles qu'a prononcées le Président de la République à Mayenne, et ça me semble effectivement, enfin, je les ai trouvées très novatrices par rapport à tout ce que j'ai entendu pendant 5 ans. Et en particulier, il a parlé du pouvoir normatif, donc c'est-à-dire réglementaire. Et je fais partie de ceux ici qui militent pour que les collectivités locales aient une part du pouvoir réglementaire dans les compétences qui sont les leurs. Parce que ça me paraît la meilleure solution pour qu'on puisse, si vous voulez, adapter au mieux en fonction des réalités du terrain et de nos réalités, les lois et la législation. Alors ça existe essentiellement en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer, mais ça n'existe pas encore pour la métropole. Et j'en veux pour preuve un changement de mentalité. Autrefois, quand on parlait d'autonomie, par exemple en Bretagne, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire et confondaient avec l'indépendance. C'est pas la même chose, évidemment. Et aujourd'hui, ce mot-là, en quelques années, a fait un bond. Et tout le monde aujourd'hui comprend ce que l'on veut dire quand on parle d'autonomie. Et je pense que c'est important. Sur les collectivités locales, effectivement, on a parlé des mairies, enfin des communes. Et effectivement, les communes nouvelles, c'est un peu parfois choquant quand ça se passe juste au niveau du conseil municipal, parce qu'il y a une partie de la population qui, quelquefois, le prend mal. Alors, nous avons aussi une demande par rapport à ça, qui est celle de la région de Bretagne et du département de Loire-Atlantique, que de refaire la Bretagne telle qu'elle était dans ses frontières depuis plus de 1000 ans, et je crois que c'est quelque chose d'important parce que une association a réussi à avoir 105 000 signatures, je dis bien 105 000 signatures, ce qui est considérable, uniquement pour demander une consultation. Alors je pense qu'un certain nombre de députés prendront leurs responsabilités par rapport à ça, parce qu'il faudra forcément une loi, mais c'est quelque chose qui est important. Et c'est important parce que ça veut bien dire que quelque part, les citoyens eux-mêmes ont une vision de ce qu'est leur territoire. C'est vrai pour les communes, c'est vrai aussi pour les départements, parce que je crois que
la volonté technocratique à un moment donné de penser que finalement on pouvait supprimer les départements, on voit bien que c'est pas si simple que ça et que c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, Hollande s'y est cassé les dents, par exemple. Et on voit bien que de faire des grandes régions aussi, ça n'a pas été simple et ça a laissé beaucoup d'aigreur. Je pense à l'Alsace, mais pas seulement, avec des super méga régions qui sont quand même, quand on voit qu'on peut mettre la souterraine, par exemple avec Biarritz, je comprends que ce soit difficile à gérer. Donc il faut faire très attention à ça, et je pense que le préalable, c'est vraiment de demander l'avis de la population. Ça permet de bien poser le débat, et de cette façon-là, on arrive à... S'il faut changer, très bien, mais que la population soit là pour en être d'accord. Bon, je vais essayer de répondre en prenant dans l'ordre d'intervention. Madame la députée, vous m'avez demandé si les syndicats des eaux pouvaient bénéficier du fonds vert. Je n'ai pas, à l'instant où je vous parle, la présentation et les articles de l'organisation du fonds vert. Néanmoins, les syndicats des eaux, soit ils régissent eux-mêmes leur amélioration de flux, soit ils sont regroupés dans une DSP qui peut gérer les aménagements et les travaux. Maintenant, vous avez aussi un dispositif qui fait quelquefois un peu... qui tangue un peu le GEMAPI et la loi sur l'eau qui doivent être... Les communes doivent être, j'allais dire, organisées pour 2026. Donc, je peux revenir par un courrier. Je vais dire à Monsieur Béchu, à mon collègue Christophe Béchu, de vous répondre d'une manière plus précise. Sur les chantiers de décentralisation, Monsieur le député, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu en avance dans les échanges que nous avons cet après-midi sur la décentralisation. Si je reprends les deux termes employés par le président de la République en Mayenne, ces mots-clés, c'était efficacité et proximité. Donc, ce qui veut dire accorder certaines responsabilités aux communes ou aux intercommunalités, voire même peut-être aux départements, quand je pense aux routes par exemple, eh bien, je pense que ça sera à l'issue d'un débat que nous pourrons avancer sur ce sujet. Est-ce qu'il faut décentraliser? Est-ce qu'il faut déconcentrer? Là aussi, je pense qu'il y a une analyse à faire, mais peut-être aussi une analyse territoriale à proposer en nous appuyant sur la loi 3DS. Ce qui se passe dans la Lozère n'est pas forcément ce qui est attendu dans le Pas-de-Calais ou dans les Alpes de Haute-Provence. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, décentraliser, je pense qu'il faut quand même rester, j'allais dire, de confier à l'État les fonctions régaliennes pour les territoires, et que peut-être alors on a abordé le logement tout à l'heure, il y a d'autres possibilités que l'on peut peut-être déconcentrer. Moi, je suis étonnée que dans le domaine des routes, les départements n'aient pas voulu se saisir de reprendre à leurs mains un certain nombre de routes. Je pense qu'il y a des raisons budgétaires et qu'il faut aussi, comme dans une intercommunalité, apprécier les budgets qui sont transférés et qui permettront de mettre en œuvre cette décentralisation ou cette déconcentration. Je pense qu'il y a à la fois le programme que l'on veut déconcentrer ou décentraliser, mais il y a à la fois aussi les budgets qu'il faudra mettre en œuvre. Et je pense que là, il y aura des arbitrages qui seront peut-être plus compliqués. Je crois que sur les communes nouvelles, j'ai déjà répondu à la question. Quant au rôle de l'intercommunalité, alors n'imaginez pas que je privilégie l'interco sur la commune. J'ai été maire et je sais... j'allais dire, ce que nous devons aussi à l'intercommunalité. Moi, je pars du principe que nous faisons ensemble ce qu'on ne peut plus faire tout seul. Et c'est souvent d'ailleurs la ville-centre qui apporte un maximum de financement parce qu'elle a peut-être concentré plus d'entreprises sur son territoire, mais elle a en échange aussi beaucoup de charges de centralité qui permettent aux communes de l'intercommunalité
de profiter de ces services-là. Donc il y a un équilibre à trouver dans la bonne marche de l'intercommunalité. Mais il faut laisser la main au maire. Alors je plaide vraiment pour ça. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à propulser un PLUI et H dans mon territoire parce que c'est vrai, les maires ruraux déploraient de perdre la main sur les permis de construire, sur les permis d'aménager. Donc tout doit se passer, je dirais, en bonne entente et non pas imposé d'en haut. Et je crois que là aussi, c'est peut-être la nouvelle version du dialogue que le gouvernement souhaite mettre en œuvre avec les collectivités. Donc l'Interco a un rôle, mais les communes, c'est aussi le bassin de vie des citoyens. Et puis n'oubliez jamais que quand on fait des sondages, les 2 personnalités les plus populaires en France, c'est le maire et le président de la République. Donc c'est dire si les Français sont attachés à leur maire, qui a la compétence générale, mais surtout reçoit toutes les doléances des élus et, comme disait Chirac, est à portée de baffe. Donc voilà, ne croyez pas que je sacrifie le maire à l'intercommunalité, loin de là. Sur le pouvoir réglementaire des communes, c'est un article constitutionnel, c'est une révision du pouvoir constitutionnel. Néanmoins, les communes les intercos et les régions ont des pouvoirs réglementaires avec le SRADET, avec le PLU dont je viens de parler, PLUI. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut... je dirais exploiter à fond la loi 3DS. Je pense qu'elle est à peine mise en œuvre et que nous aurons la possibilité de différenciation grâce à cette loi, même si elle peut être améliorée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas tiré la substantifique moelle, si je peux m'exprimer ainsi. L'autonomie, alors là, c'est un vaste sujet, monsieur le député. Alors, comptez pas sur moi pour l'arbitrer ici aujourd'hui. Dans le découpage des régions, dans les Hauts-de-France, nous avions d'autres souhaits que celui d'être, pour l'Oise, d'être joint au Nord-Pas-de-Calais. On aurait pu aller en Île-de-France, on aurait pu aller en Normandie, puisque l'Oise passait pour être l'Oise normande dans certains endroits. Bon, donc que les langues soient enseignées dans les écoles, le breton, le basque, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais maintenant, l'autonomie des régions, je pense qu'il y a d'autres sujets plus prégnants que ceux-là. Et puis, sur l'outre-mer, parce que peut-être que vous allez aller plus loin sur l'outre-mer, ça, ce sont les dossiers de Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu, j'espère, à l'ensemble des questions qui avaient été posées. Monsieur Roux. C'est bon maintenant. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, écoutez, vous avez déjà en partie répondu à la question que j'allais vous poser. Je vais néanmoins en reprendre l'intégralité. Peut-être pourrez-vous apporter quelques compléments d'information puisqu'elle portait sur la relation entre les maires et les intercommunalités. Donc, dans le cadre de la Convention d'intercommunalité de France, qui s'est tenue la semaine passée à Bordeaux, la Première ministre a fait une déclaration fort appréciée par un auditoire captif, mais déclaration qui a fait réagir par ailleurs, annonçant que le président ou les présidentes d'intercommunalité et préfets constitueraient un couple moteur pour l'action publique, considérant l'échelon intercommunal comme le plus à même d'agir en matière de transition écologique notamment. Alors, évidemment, je comprends bien l'intention. Pour autant, Madame la Ministre, cela m'a tout de même interpellé à 2 titres. Au premier rang des 2, celui de la remise en question du fameux binôme maire-préfet, consacré comme lien central quand il a fallu gérer les cahiers de doléances pendant la crise des Gilets jaunes ou pourvoir à l'organisation de la gestion de la crise sanitaire pendant la phase pandémique. Serait-il désormais relégué au second rang ? Alors même que M. Béchu, votre ministre de tutelle, annonçait quant à lui, très récemment, l'obligation pour les communes d'établir un budget vert pour 2024, se remettant totalement à l'autorité municipale et à la liberté qui leur revient en la matière.
Ainsi donc, je vous interroge, quelle place entendez-vous véritablement donner aux maires? Et cette annonce de Mme Borne préfigure-t-elle celle d'un futur versement de la DGF aux intercommunalités en lieu et place des communes? Les intercos sont gourmandes, monsieur le député. Moi, je ne reviens pas, enfin, alors à titre personnel aussi, mais je partage totalement l'analyse de Christophe Béchu, mon ministre de tutelle. Nous sommes raccords sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais vous dire, moi, le rôle maire-préfet, je l'ai consacré jusqu'ici, puisque mon ancien préfet est ici à mes côtés comme directeur de cabinet. Donc, vous voyez que le lien maire-préfet, pour l'avoir expérimenté, d'abord c'est un circuit court, très bien, Monsieur Travers, je suis d'accord. Et deuxièmement, pour l'avoir, comme vous le dites, Monsieur le député, expérimenté pendant la crise sanitaire qui, dans l'Oise, a été malheureusement aux premières loges, je crois que c'est en effet un lien de proximité que l'on peut avoir avec son préfet. Maintenant, il y a d'autres responsabilités qui peuvent être portées par le préfet de région avec les intercommunalités. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont portés par l'interco. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'a toujours étonné. La politique de la ville doit être votée en intercommunalité. C'est assez difficile à le vendre auprès des maires ruraux d'une interco qui est mélangée ville moyenne et commune rurale. Comprennent pas bien pourquoi c'est ce budget-là qui porte la rénovation urbaine, qui porte le contrat de ville. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se compliquer plus la vie. Il y a un maire qui est le pivot de la vie politique d'un territoire, et puis une interco qui regroupe des compétences qui sont exercées comme la compétence économie, parce qu'on a besoin d'un territoire plus important que uniquement celui de la commune. Et puis, il y a des responsabilités portées par les régions dans le domaine économique également, et qui ont une vue, une hauteur de vue plus importante. Mais ça ne veut pas dire que c'est les uns à la place des autres, et ça ne veut pas dire non plus que c'est les uns contre les autres. Il faut que ça soit gagnant-gagnant, qui permette de faire avancer le territoire. Je pense que c'est ça l'essentiel. Bertrand Sort. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais revenir avec vous sur la notion de proximité, qui est une demande très clairement et très fréquemment affichée par nos concitoyens et par les maires, bien sûr, et les collectivités territoriales incarnent et portent cette proximité avec beaucoup d'engagement de la part des élus locaux. Je salue avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez rappelé concernant ces politiques mises en place depuis 2017, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, la mise en place de la NCT, l'agenda rural. Ma première question consistait à vous interroger sur la continuité ou pas du déploiement des maisons France Service. Donc je salue avec beaucoup d'intérêt les 2400 déjà existantes et la perspective de 2600 à la fin de l'année. Donc merci beaucoup de continuer à porter ces dispositifs particulièrement appréciés et particulièrement efficients. Le département de la Manche, dans lequel je suis élu, en concentre un certain nombre, et très clairement, la population se l'est approprié. C'est signe d'un choix qui était pertinent. En aparté, en termes de proximité, nous vivons sur nos territoires ruraux une difficulté aujourd'hui de pouvoir faire établir des titres sécurisés, carte d'identité, passeport. Effectivement, le nombre de mairies habilitées à les délivrer a été largement diminué et nous sommes aujourd'hui dans des situations où les délais d'attente sont particulièrement importants, ce qui occasionne même chez certains de nos concitoyens une impossibilité d'aller en vacances alors que le projet était préparé 6 mois plus tôt. Donc on a à la fois un manque, à mon avis, de lieux dans lesquels on reçoit les prédemandes, mais on a également des délais de fabrication de ces titres qui sont particulièrement importants. Donc je pense que là, l'État a certainement un état des lieux à faire et à déployer de nouveaux endroits. Donc je voulais savoir quelle était votre position. Est-ce que ce sujet est très clairement identifié ? Et puis, dernière question qui a un lien avec les communes nouvelles. Comme l'a dit mon collègue Stéphane Travers, nous avons vécu dans la Manche un double effet. La création, effectivement, de nombreuses communes nouvelles, en même temps que la loi NOTRe crée des EPCI à taille assez importante. Et il se trouve aujourd'hui une difficulté qui est très fréquemment remontée de la part des élus locaux, c'est le manque de représentativité au sein de ces EPCI. Parce qu'en fait, la Constitution aujourd'hui encadre et bloque
le nombre de représentants des communes. Et un exemple tout simple, hein, j'ai sur ma circonscription une commune nouvelle qui, à l'origine, regroupait 8 communes. Donc il y avait au sein de l'EPCI un nombre de représentants par commune qui était assez important. Et la création de cette commune nouvelle a généré simplement plus qu'un seul représentant. Donc, ce qui fait que le fait d'adhérer, au-delà des transferts de compétences qui ne sont pas toujours bien acceptés, finalement, un manque de représentativité et une adhésion très faible à ce principe d'une grande communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Voilà, donc c'est un sujet qui effectivement relève de la Constitution, mais je pense que dans le cadre d'une révision constitutionnelle, il serait important qu'on puisse assouplir cette possibilité, laisser plus de choix à l'EPCI et aux élus locaux pour encadrer leur nombre de représentants. Voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous. Je vous remercie. Alors, sur les maisons France Service, nous ne sommes absolument pas fermés à une augmentation des maisons France Service, si tant est que le territoire le requiert. Donc, c'est j'allais dire, une discussion qu'il faut avoir à la fois avec les services de l'ANCT. Je vous rappelle que maintenant, je partage cette responsabilité avec Stanislas Guérini, puisqu'il s'occupe de la fonction publique qui est dans les maisons France Service. Donc, nous travaillons ensemble sur ce dossier-là. Et rien ne s'oppose à ce qu'un territoire fasse valoir qu'il a besoin d'une nouvelle maison France Service. On pourrait imaginer qu'on arrive à 2700 maisons France Service. Donc si cela s'impose sur votre territoire, vous en faites la demande, à la fois en passant par votre préfet, qui est le délégué territorial de la NCT, et qui rebondira sur Stanislas Guérini ou moi-même. Alors, sur les intercos, il y a d'abord, quand il y a la composition, j'ai bien compris la perte d'un grand électeur, si je puis dire, en cas de fusion. Maintenant, tout dépend des seuils qui ont été mis dans les statuts de l'intercommunalité. Pour parler d'une que je connais bien, au-delà de 1000, ils prennent un représentant supplémentaire. Donc à 3005, par exemple, vous avez 3 représentants qui portent les volontés de cette commune. Alors si c'est une commune nouvelle et qu'elles sont 1, 2 ou 3 à avoir fusionné, j'imagine qu'elles ont dépassé un certain seuil de population qui va leur permettre d'avoir 1, 2 ou 3 représentants au sein de l'intercommunalité. Il me semble qu'il y a une représentation dans les EPCI, dans les communes nouvelles. Alors, transitoirement, les sièges des anciennes communes sont présents. Là, je parle sous le contrôle de Stanislas Bourron, le DGCL. Ensuite, elles disposent du nombre de sièges qui correspond, c'est ce que je venais de dire, à leur population. Et c'est effectivement un principe constitutionnel de gestion d'une égalité de représentation. Nous avions beaucoup demandé, quand je présidais l'association des villes moyennes, qu'un président de ville-centre ne devait pas être politiquement évincé de la présidence, par exemple, par rapport à un blocus politicien ou d'autres dans le cadre d'une interco. Je crois que malheureusement ça existe encore, parce que j'en connais quelques-uns qui se trouvent évincés de la présidence. Néanmoins, en appliquant la loi de constitution, en général, il doit manquer que 3, 4 ou 5 voix pour pouvoir avoir la majorité. Donc il faut voir sur chaque territoire quelle est la strate qui permet d'avoir 1, 2 ou 3 élus. Mais si vous voulez, avec Stanislas Bourron, on peut vous faire une note peut-être encore plus précise sur cette disposition. Sur les titres sécurisés, pardon, j'oubliais cette question. Alors,
c'est drôle parce que le président de la République en a parlé en Conseil des ministres ce matin parce qu'il s'est ému des délais qu'on lui fait remonter. Alors, il y a la gestion du stock post-Covid c'est là aussi où les demandes sont en hausse puisque les gens peuvent de nouveau voyager. Il faudrait ramener le délai de 90 jours à 48,5 jours en septembre. À l'heure actuelle, il y a un plan d'urgence qui a été annoncé au mois de mai et dans le PLFR, on avait adopté un train de mesures de soutien de 14 millions d'euros pour les collectivités territoriales, mais qui mettait en place les plateformes, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est l'année prochaine. Bon. En complément des 2 fractions actuelles de dotation annuelle, il y a une première part forfaitaire qui sera attribuée pour tous les nouveaux dispositifs de recueil qui seront mis en place, qui étaient mis en place entre le 1er avril et le 31 juillet. Et aujourd'hui, 4 000 € par nouveau dispositif de recueil installé à titre provisoire ou définitif. Il y a une seconde part qui sera attribuée au dispositif de recueil quand le taux d'utilisation augmente. L'ANTS versera pour sa part une prime d'installation forfaitaire de 4 000 € pour l'ouverture d'un centre temporaire. Donc là aussi, je peux peut-être vous faire une note qui vous permettra d'être très précis, mais je crois qu'on a des objectifs de réduire drastiquement cette attente en mettant en place ces plateformes. Et aujourd'hui, je crois que toute commune peut mettre en place une plateforme, si je ne me trompe pas, et donc bénéficier de cette dotation de 4 000 € pour la faire tourner. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je rejoins mon collègue Sor. Je suis également, comme vous tous, très régulièrement interpellé sur les délais de délivrance des titres. Et donc, si vous pouvez partager avec nous le plan d'action qui a été bâti, je crois que c'est des éléments. On vous enverra une note voilà, et on pourra partager avec à les vous, autres Monsieur députés. Le Président, avec les et autres députés. voilà. Merci beaucoup, Lionel Royer-Perrot. Monsieur le Président, Madame la Ministre, d'abord vous dire, et je pense que c'est important de le rappeler ici dans cette délégation, combien l'effort que consent le gouvernement à l'égard des collectivités est noté. Et je pense qu'il est important de le rappeler parce que j'ai cru comprendre qu'hier, il y avait certains de nos collègues qui ne partageaient pas nécessairement cette approche. Donc je pense qu'il est, pour nous, qui sommes quand même pour la plupart des anciens élus locaux, nous notons avec satisfaction l'effort consenti en direction des collectivités, même si bien évidemment on peut toujours faire plus ou mieux. Je voudrais partager également ce que vous avez dit sur notamment les ZAN, les zones d'artificialisation nette, où effectivement, lorsque vous êtes dans un territoire, où vous avez d'une part un parc national, où vous avez d'autre part une zone portuaire, où vous avez un centre-ville classé, où vous avez des opérations de rénovation urbaine majeures, forcément, ça a fini par poser un sujet notamment de densité, et de densité urbaine et d'intensité urbaine. Or, on s'aperçoit que nos administrés ont énormément de mal à accepter le principe de la densité urbaine. Et donc, je crois qu'il est utile et important que nous ayons justement cette approche plus pragmatique peut-être de l'application de la loi. Et donc, je voulais vous dire que je souscris à l'approche que vous en avez faite. 2 questions. La première, ça concerne la loi Paris-Lyon-Marseille. Je suis député de Marseille et j'ai été maire d'arrondissement pendant de très nombreuses années. Alors nous, les maires d'arrondissement, ne sommes pas des maires de plein exercice, nous sommes des maires Canada Dry. C'est-à-dire qu'on a le titre de maire, on a l'écharpe de maire, on n'a pas les pouvoirs du maire. Et les maires d'arrondissement ont été créés par une loi qui remonte à 1982. Et donc 1982, ça commence à faire quand même très lointain. Et nous apprécierions notamment d'avoir une sorte de toilettage de la loi, de modernisation, notamment quand on sait que, par exemple, moi j'étais le maire d'un territoire qui comptait 135 000 habitants, qui faisait en superficie la moitié de Paris. Voilà. Et donc, ce qui était quand même un peu frustrant, c'est de ne pas avoir les moyens des politiques de proximité. Et je pense que dans un temps où aujourd'hui les administrés sont en attente de réponses
je dirais, rapide sur les enjeux du quotidien, eh bien, il doit y avoir, me semble-t-il, à un moment donné de l'histoire, quand même, une réflexion sur l'articulation maire, mairie centrale et mairie d'arrondissement, mais quand même sur des pouvoirs élargis aux mairies d'arrondissement. Je voulais enfin terminer les questions sur le fonds de péréquation intercommunal. Vous le savez, les anciens SAN avaient bénéficié d'un aménagement que l'on appelle la ristourne et dont les effets doivent prendre fin en 2023. Et donc, ça devrait, là aussi, avoir pour conséquence eh bien, de faire sortir certaines intercommunalités ou métropoles, notamment, donc, du bénéfice du SPIC. Et donc, ça pose, évidemment, un certain nombre de questionnements, notamment Marseille et notamment la métropole de Marseille qui, je le sais, fait l'objet de toutes les attentions, y compris au plus haut niveau de l'État. Donc, je voudrais savoir, nonobstant le côté marseillais, mais quelle est votre approche sur cette question de façon plus générale? Merci. Sur la loi PLM dont vous avez parlé, elle organise la répartition des compétences entre les mairies centrales et les mairies d'arrondissement. Mais dans les faits, la situation est très différente entre Paris, Lyon et Marseille, et c'est le résultat de décisions des conseils municipaux. Donc, je crois que c'est comme ça. Et que les conseils municipaux ont organisé. Je ne sais pas, à Paris, je sais que l'assainissement est collectif pour Paris, mais que les maires d'arrondissement n'ont pas la propreté dans leurs arrondissements. C'est pareil à Marseille, je ne connais pas l'organisation, mais à mon avis, ce sont des arbitrages qu'il va falloir proposer aux conseils municipaux. Ça sera sans doute un peu compliqué. Oui, allez-y. Je pense qu'il va nécessairement devoir y avoir une modification législative parce que vous avez des répartitions des compétences qui sont fixées par la loi PLM avec effectivement quelques applications différenciées, notamment sur les écoles par exemple, où à Paris, les mairies d'arrondissement gèrent les écoles alors qu'à Marseille, elles ne les gèrent pas. Mais vous avez des compétences aujourd'hui qui sont dévolues typiquement des compétences de proximité qui sont dévolues par exemple à des intercommunalités type métropole qui pourraient être donc aujourd'hui transférées à la ville-centre dans le cadre donc des réflexions qui sont en cours sur la métropole marseillaise. Mais je le redis, si nous voulons avoir des politiques publiques de proximité efficaces, il va falloir à un moment donné que le législateur aussi penche là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est opposé, notamment par les maires des villes-centres, Paris, Lyon, Marseille, parce que je crois que quelque part, nous sommes tous confrontés au même sujet, qui, évidemment, les trois maires en question souhaitent conserver leurs pouvoirs centraux. C'est de bonne guerre. Mais à un moment donné, il y a l'efficacité de la politique publique que nous devons prendre en compte. Et donc, je pense que des lois qui ont été faites en 1983-82 ne sont plus adaptées aux enjeux de 2022. Et donc, l'État va devoir, à un moment donné de l'histoire, même si c'est une niche, je dirais, législative, quelque part, au sens où ça ne concerne que 3 communes, va devoir quand même, à un moment donné de l'histoire, se pencher sur le devenir des mairies d'arrondissement de ces 3 grandes villes. Et vos propos, monsieur le député, il y a une petite différence que vous ne mentionnez pas, c'est qu'aujourd'hui, et Marseille et Lyon sont enchevêtrés avec les départements, puisque sur Lyon, le département a pris beaucoup de compétences par rapport à la métropole lyonnaise, elles sont enchevêtrées les unes dans les autres. Ça tousse un peu d'ailleurs, mais à Marseille, le département a aussi un... Non, pas du tout, il n'y a que à Lyon. Bon. Alors à Lyon, voilà, la différence, elle est là. Il y a des compétences qui ont été prises ou d'autres pas. Bon, je ne reviens pas donc sur la répartition, mais il faudra profiter d'une niche ou je ne sais pas, enfin, un cavalier législatif, mais je vois pas bien lequel. Sur le fonds de le FPIC, pour l'instant, je vais quand même vous dire que le premier bénéficiaire du FPIC, c'est Marseille pour 41... la métropole, oui, 41,3 millions. Non. Et
ce qui n'est pas prévu dans le texte actuel du PLF 23, c'est de proroger ce que vous avez appelé la ristourne. Mais néanmoins, il y a un renforcement des garanties de sortie de ce fonds de péréquation, si je puis dire, en PLF 23, une garantie de 2 ans, même quand on en sort à 75%, puis 50%. C'est toujours mieux que rien. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Camara. Carbrat, toujours. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, Madame Cayeux, Madame la Ministre, mais je vais d'abord faire part de mon désaccord, qui est évident avec mes collègues, sur l'effort, à mes yeux, que vous amenez par rapport aux collectivités territoriales. La somme du filet de sécurité de 430 millions représente que 22% des communes. Ça fait quand même des grosses mailles dans le filet par rapport à la situation. 8 000 sur 34 000 communes, ça fait dans les 22% à peu près de communes qui toucheront ces 430 millions d'euros. Je vais me faire le porte-parole de ce que vient de communiquer l'Association des maires le 5 octobre sur la nécessité de prendre des mesures immédiates sur le coût de l'énergie, car les coûts proposés dans les nouveaux contrats ne sont plus tenables ni acceptables. Nous voyons même à échelle locale une problématique que nous allons appeler, que j'appellerais, de profiteurs de crise, de personnes qui spéculent, utilisent le moment politique de détresse, de crise, pour s'enrichir sur des collectivités territoriales. Et aux yeux de mon groupe, on n'est pas à la hauteur sur cette échelle-là et dans le projet de loi, le PLF 2023. Je pense qu'il y a un vrai sujet, et ce sera des amendements qui seront discutés de façon dans le PLF. Mais il faut, je pense, élargir au maximum ce filet de sécurité pour protéger le plus de communes, car ce n'est pas parce qu'on privilégie 8 000 communes pauvres qu'on ne risque pas que les 29 000 autres, elles, se retrouvent dans une situation de détresse. Et juste, même si je ne suis pas forcément... Enfin, je n'ai pas d'opinion sur la question du rattachement Loire-Atlantique, Bretagne et du retour à la Bretagne historique à 5 départements. Cependant, je trouve qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main le fait qu'il y ait 105 000 personnes qui ont fait une pétition, qui ont été soutenues par les départements des 5 départements de Bretagne historique, de la région de Bretagne, et que c'est un vrai sujet de démocratie locale. Et c'est-à-dire que c'est un vrai sujet aussi qui peut s'appliquer sur des échelles beaucoup plus petites, et je vais penser à des projets liés aux ZAN et d'urbanisation, où là, il va falloir aussi peut-être, en dehors du rôle de l'élu, penser à intégrer encore plus le citoyen dans la prise de décision collective dans les collectivités territoriales. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, sur le bouclier tel qu'il a été présenté dans le PLFR, vous trouvez qu'il n'est pas suffisant. Nous avons souhaité qu'il protège les communes les plus fragiles. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec le total que vous avez présenté, et c'était volontaire de pouvoir aider les communes les plus en difficulté. Sur le bouclier sur l'électricité, grâce aux tarifs réglementés de vente pour les petites communes, il a été plafonné à 15% maximum de l'augmentation. Et là, contrairement à ce que vous dites, il y a 28 000 communes qui sont concernées, soit 80%. Sur le filet de sécurité qui a été voté au mois d'août 2022, qui va être versé en 2023, les 430 millions d'euros pour les communes et EPCI les plus fragilisés financièrement par l'inflation. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un acompte de 50% qui pouvait être demandé, et donc il sera reconduit en 2023 grâce à un amendement du rapporteur général du budget. Il y a un autre sujet que j'ai traité dans mon introduction, ce sont les négociations européennes que Bruno Le Maire et le président de la République sont en train de mener pour qu'il y ait un blocage des prix au niveau européen qui puisse concerner tous les territoires. D'autre part, en 2023, j'ai dit aussi qu'on augmentait la DSU et la DSR de 320 millions d'euros financés par l'État et non par un écrêtement sur la DGF des autres communes. Ça aussi, c'est la première fois depuis 13 ans. Et là aussi, ça va permettre à 95% des communes d'avoir une DGF en hausse.
Donc voilà, j'allais dire, l'État a ses contraintes aussi budgétaires, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi une recommandation que vous pouvez faire aux élus de votre territoire, c'est de ne pas se précipiter pour renégocier des contrats qui se terminent, parce qu'aujourd'hui, les énergéticiens vendent leur électricité 3, 4, 5 fois plus que le coût de production. Et là, la Première ministre est aussi en train, non pas de les tenser, mais en tout cas d'obtenir des résultats plus modérés et plus raisonnables. Nous sommes tous conscients des difficultés des communes en France aujourd'hui. Et donc, plus les énergéticiens se montrent pressants pour signer des nouveaux contrats, plus il faut attendre ou signer pour 1 mois ou 3 mois si vraiment on est dans l'urgence. Merci Madame la Ministre. Et si vous me permettez, juste indiquer à notre collègue effectivement que dans le cadre de nos auditions, la délégation, on nous a bien présenté qu'on ne pouvait pas rapporter 8000 communes protégées sur 34 000 dans la mesure où 80% d'entre elles sont au tarif réglementé et le filet de sécurité, il est bien là pour traiter de manière différenciée celles qui ne sont pas protégées par ce type de dispositif et peut-être aussi indiquer que face à l'inflation des coûts, ce que demandent toutes les associations d'élus, c'est que le législateur ne plafonne pas l'évolution des valeurs foncières, et là ça a été voté en commission des finances par toutes les oppositions et sur lequel nous nous sommes opposés. Je crois que ça fait partie du débat qu'on doit avoir quand on regarde de manière globale la situation des collectivités locales. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Merci Madame la Ministre de nous avoir accordé du temps pour cette audition et puis prêter un jeu de questions-réponses, j'allais dire tout azimut, hein, en passant du PLF aux ANN, aux communes nouvelles, aux intercommunalités. Donc merci, ça je crois a permis d'éclairer nos travaux et puis nous avez invité à nous saisir d'un certain nombre de sujets, ce que nous ferons et donc nous aurons l'occasion de partager avec vous le résultat de nos travaux, je l'espère. Donc, merci encore et à bientôt. Merci à vous pour cet échange. J'allais dire, je m'enrichis chaque fois des questions qui sont posées. Ça me permet d'approfondir les sujets et d'essayer d'être la plus efficace possible au service des territoires. Et vous aurez noté aussi, pour conclure, qu'il y a plus que 5 ministres qui ont été des élus locaux. Je crois que c'est aussi une première et ça permet de vous montrer à la fois l'intérêt que portent le président et la première ministre au territoire et que nous sommes en tout cas complémentaires les uns avec les autres pour être au service de nos territoires. Merci de votre écoute.